Le prolongement de la guerre d'invasion menée par la Russie en Ukraine a mis à nu une sinistre réalité, celle de ses ressortissants africains transformés en chair à canon pour les besoins militaires de la Russie. Nombre d'entre eux ont perdu la vie sur le front dans des conditions opaques. Les plus chanceux ont soit été capturés par les Ukrainiens, d'autres ont pu s'enfuir dans les pays baltes. Dans ce numéro de Devoir de vérité, nous en parlons sans fioriture avec nos consultants sur ce plateau, Alafi Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique, Francis Laloupo, journaliste et chercheur associé à l'IRIS, ainsi que le confrère Raoul Christophe Bia de Media Afrique News nous rejoindront en duplex. Messieurs, bonjour. Bonjour Raymond. Francis Laloupo, bonjour. Bonjour Raymond Adji. Raoul Christophe Bia, vous intervenez depuis le Cameroun. Bonjour également à vous. Bonjour Raymond Adji et bonjour à tout le panel. Merci bien. Alors, guerre en Ukraine, les Africains, chair à canon ou tirailleurs de Poutine, c'est donc le thème que nous décryptons dans ce numéro de Devoir de vérité. Alafi Wakili, comment comprendre justement l'intérêt que portent les Africains, surtout les masses populaires, à la guerre menée par le dirigeant russe en Ukraine qui dure maintenant depuis plus de 2 ans? Je ne comprends pas l'intérêt des masses populaires africaines. Je voudrais savoir, je sais qu'il y a une forme d'opinion, il y a une certaine opinion qui est séduite par la Russie, mais je ne sais pas de quel type d'intérêt des masses populaires il est question. On perçoit par exemple qu'en Centrafrique, beaucoup, dès les débuts de l'invasion menée par la Russie, se sont portés volontaires pour aller prêter main forte aux troupes russes sur le front en Ukraine. Ailleurs, dans d'autres pays africains également, beaucoup ont manifesté leur volonté de rejoindre le front pour aider justement la Russie à battre l'Ukraine. Mais pourquoi cet acharnement, ce soutien assez démesuré quand même à une guerre menée très loin de nos frontières? Je voudrais savoir si le nombre de personnes concernées dépasse les gens qui prennent tous les risques pour traverser la mer encore pour aller en Europe. C'est une question. Oui, parce que si c'est une belle chose d'aller en Russie pour la guerre ou autre chose, je pense que les Africains, les jeunes Africains devraient cesser d'aller mourir dans la mer en voulant se rendre en Europe. Ils devraient se rencontrer quelque part et puis aller en Russie pour la guerre. Je ne sais pas combien sont-ils. On voit toujours des jeunes Sénégalais mourir, des jeunes Africains de partout, essayant d'arriver en Europe pour vivre une autre vie. Ça existe, c'est des milliers, des centaines, régulièrement. Quelle est la proportion de ceux qui vont en Russie pour faire la guerre, d'une part, ou aussi pour trouver une vie meilleure? Je pense que cette masse populaire-là devrait se détourner de l'Europe pour prendre le chemin de la Russie. Je ne sais pas si c'est le cas. Très bien. Alors, Jean-Richard, avant de vous donner la parole, on va donc interroger Francis Laloupo depuis Paris. Francis Laloupo, alors vous avez justement suivi ce que vient de dire votre confrère Alafi Wakili. On a du mal à comprendre justement le fait que de plus en plus de jeunes Africains se portent volontaires pour ambitionner, se rendre en Ukraine pour servir donc de supplétif armé à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Alors comment est-ce que vous interprétez cette tendance? D'abord, je pense qu'il faut relativiser le nombre parce qu'on n'assiste pas non plus à une vague qui serait désireuse de se rendre en Russie. Mais comme l'a bien mentionné Alafi Wakili, il faut considérer cela aujourd'hui comme une sorte de nouvelle filière d'émigration pour certains Africains. Parce que les raisons pour lesquelles ces Africains décident d'aller combattre auprès des troupes russes en Ukraine sont des raisons qui sont généralement prosaïquement matérielles, puisque les recruteurs russes sur le territoire dans les pays africains, écoutez, ils ne vendent pas, je dirais, à ces aspirants à l'immigration la cause ou la politique du Kremlin. Les motifs qui sont avancés généralement, en tout cas, les éléments qui sont avancés pour motiver le départ de ces jeunes désireux d'aller combattre en Russie sont des motifs essentiellement matériels. On leur propose notamment de $2000 de solde, un salaire en guise de salaire mensuel. On leur propose également un passeport russe pour eux et pour leur famille. On leur propose, je dirais, une forme
d'immigration avec à la clé du travail et une vie qui serait une vie rêvée en Russie, encore faut-il le prouver. Souvent, l'approche utilisée par ces recruteurs ressemble, je dirais, à une sorte de dépliant touristique, quoi. Et évidemment, au bout du chemin, les choses sont beaucoup plus compliquées. La question qu'il faut se poser, c'est de combien sont partis et combien vont revenir au bout de cette aventure. On n'a pas des statistiques au moment où nous parlons, mais il faut surtout se pencher sur les méthodes de recrutement et surtout souligner que voilà, ce ne sont pas des motifs politiques, des motifs d'engagement idéologique qui amènent aujourd'hui les jeunes à s'engager auprès des troupes russes en Ukraine, mais essentiellement des motifs matériels qui sont d'ailleurs fortement exploités par les recruteurs russes qui trouvent effectivement dans cette nouvelle, auprès de ces nouvelles recrues, une manière de gonfler les troupes russes. Il faut dire que depuis le début de cette guerre, la Russie a perdu à peu près de 500 000 soldats. C'est une guerre de masse que la Russie mène contre l'Ukraine. Cette guerre devait durer, vous vous en souvenez, une semaine. Vladimir Poutine avait annoncé une guerre éclair. On en est pratiquement à 2 ans aujourd'hui. Et la Russie gonfle les troupes, notamment avec ces soldats africains qu'on surnomme, vous le savez, on les surnomme des soldats à usage unique. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, de la chair à canon. On voit beaucoup, effectivement, de recrutement, mais on ne voit pas beaucoup d'Africains recrutés ressortir ensuite indemnes des combats qui sont menés actuellement en Ukraine contre la souveraineté d'un pays. Alors, justement, avant de joindre Libreville, où nous attend notre confrère Raoul Christophe Bia, Jean-Richard Nguesson, il y a une réalité qui est indéniable. C'est-à-dire qu'on constate justement que dans les opinions publiques africaines, beaucoup soutiennent justement le combat que mène Poutine en Russie. Beaucoup estiment que cette guerre, elle est légitime dans la plupart de nos États, surtout dans les pays sahéliens, même dans les pays encore du Golfe de Guinée. Une certaine opinion estime que oui, il était nécessaire justement pour la Russie de mener cette guerre-là pour se défendre, pour défendre ses intérêts géostratégiques face à l'avancée de l'Occident. Alors, pourquoi est-ce que nous, Africains, on se passionne tant d'un conflit, on le disait tout à l'heure, mais qui se déroule à des milliers de kilomètres de nos frontières? Vous savez, depuis quelques années, l'arrivée au pouvoir de certains pseudo-panafricanistes, je vais faire référence notamment au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, Poutine est plus ou moins déifié par une certaine population. Poutine est vu en sauveur. On a vu l'action de Wagner au Mali, la présence de Wagner. C'est vrai que la présence de Wagner en Centrafrique reste à polémique, n'empêche que Wagner a réussi à maintenir tout de même au pouvoir Touadéra. Wagner essaie tout de même de maintenir au pouvoir ses différents chefs d'État. Et au regard de tous ces éléments, Poutine est déifié par une partie de la population africaine. Quand on sait qu'avec l'arrivée de, que ce soit Goïta, que ce soit Ibé ou encore Tchani du côté du Niger, il y a eu cette pression de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO. On a même fait référence à une action militaire. N'eût été peut-être la présence de Wagner ou encore le soutien de Poutine, on serait arrivé à cette action militaire. Et pour ces différentes populations, Poutine est vu en sauveur. Et c'est une sorte de soutien à Poutine qui traverse, qu'on le veuille ou pas, une situation assez difficile avec la crise en Ukraine. Donc, pour ma part, il y a cette volonté d'une certaine population africaine d'aller soutenir Poutine, qui est le sauveur, qui a sauvé le Burkina Faso, qui a sauvé le Mali, qui sauve aujourd'hui le Niger. Et je pense que c'est ce qui pousse, au-delà de l'aspect pécunier, l'aspect financier que M. Laloupo révélait à l'instant, c'est ce qui pousse bon nombre de jeunes Africains à aller comme Cher Akona du côté de la Russie. Alors, Raoul Christophe Bia, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien. Alors, vous qui êtes justement un peu plus proche du théâtre des opérations de la Centrafrique, qui est l'un des principaux viviers de recrutement de la Russie pour alimenter le front en Ukraine. On a vu donc dès le début de la guerre d'invasion de la Russie, certains, peut-être volontaires, parce que je ne dirais pas militaires, sinon miliciens centrafricains, intervenus sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils souhaitaient justement rejoindre le front en Ukraine
pour suppléer les rangs de l'armée russe. Vous qui êtes en Afrique centrale et qui trempez plus ou moins dans cet environnement, quelle est votre lecture justement de cet entrain que manifestent les Centrafricains ou d'autres Africains justement pour la guerre menée par Poutine en Ukraine? Écoutez Raymond, il faut d'abord partir sur le prisme de la reconnaissance que certains peuvent manifester envers, entre guillemets, le sauveur russe. Parce qu'il faut connaître, puisque vous parlez de la Centrafrique, que ce pays qui a vécu pendant des années dans la guerre civile, qui a été pratiquement mis en ruine, une partie de la population est convaincue que ces malheurs viennent de la France. N'ayons pas peur des mots. Et donc, quand les nouvelles autorités arrivent et qu'elles disent que nous nous relevons grâce aux sauveurs russes, vous comprendrez directement que les jeunes n'hésitent pas un seul instant à aller porter leur effort auprès de l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. Ils mettent ça dans le cadre de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour nous. Nous aussi, par derrière, on peut leur rendre le service qu'ils nous ont rendu en allant combattre. Autre chose aussi, il faut se dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive, que les Africains se retrouvent en train d'aller combattre pour les pays, que ce soit de l'Est, que ce soit de l'Occident. C'est l'histoire qui est têtue et qui peut-être nous rattrape aujourd'hui. Peut-être que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus pour les Occidentaux qu'on s'engage à travers l'ONU. On connaît aussi les fameuses forces mixtes qui se créent tous les jours pour aller renforcer la sécurité. Ce sont des Africains, très souvent, qu'on enrôle dans ce maintien de la paix. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le sauveur russe, je mets tout ça entre guillemets, est arrivé et il n'a pas boudé le plaisir de combler le vide qu'il aurait trouvé. Vous comprendrez bien que j'utilise à ce niveau-là le conditionnel. Et c'est difficile aujourd'hui de convaincre une partie de l'Afrique que Poutine ne soit pas leur sauveur. D'ailleurs, vous fréquentez les réseaux sociaux comme moi, lorsque vous parcourez une page ou une vidéo où l'on montre Poutine, vous lisez les commentaires, vous regardez les noms qui commentent, les nationalités, vous verrez que ce sont les pays qui aujourd'hui regardent Poutine comme le sauveur et qui le déifient pratiquement. Donc, pour qu'aujourd'hui on leur dise d'aller combattre en Ukraine, pour eux, ce n'est que, on va dire, rendre à Poutine ce qu'il a fait pour eux. Beaucoup n'y trouvent pas d'inconvénients. Et puis, vous ajoutez à cela, à ce qu'ils sont payés, ce sont des mercenaires. Et l'un des panélistes parlait tout à l'heure du passeport russe, de la vie qu'on leur propose et tout. Et aussi, c'est aussi la faute, quelque part, à nous, les Africains, nos dirigeants, parce que quand on dit tout le temps, Raymond, mettons les conditions de vie pour que tout le monde ait au moins le minimum, le nécessaire. C'est de la même manière où les terroristes, les groupes djihadistes recrutent dans leur rang. Nous, ici au Cameroun, on a connu, pas qu'on a connu, on connaît des incursions de la secte terroriste Boko Haram, mais Boko Haram, il a recruté où? Des gens qui combattent pour leur rang, ce sont des Camerounais, des Nigérians, des Tchadiens, qui ont été recrutés parce que cela n'a pour pouvoir vivre au quotidien. Donc quand on vient leur proposer un travail de mercenaire... Petit souci technique avec le confrère Christophe Bia du Cameroun. Est-ce que les choses vont s'arranger d'ici peu? Justement, le temps de le retrouver à la Féwakili, on parlait tout à l'heure donc des filières de recrutement de ces combattants africains, mais il faut dire que quand même, il y a quand même une opacité qui règne à ce niveau. Les choses ne se déroulent pas toujours dans la transparence comme on l'aurait souhaité, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours des personnes volontaires qui sont déployées sur le front en Ukraine pour soutenir les efforts de guerre de l'armée russe. Ce sont très souvent des personnes qui se font flouer. On a eu donc quelques témoignages de ce type d'Africains qui estimaient s'être rendus en Russie pour travailler dans divers autres secteurs de la vie civile et qui, en signant des contrats, ont été tout simplement dupés
par ceux qui les y ont emmenés. Ils ont signé dans une langue qu'ils ne comprennent pas, donc dans le russe. Et voilà, on les amène au front. Beaucoup se sont fait tuer, d'autres ont pu s'échapper. Là, récemment, un scandale qui a éclaté, celui de 14 Ghanéens, dont il ne resterait que seulement 3 survivants, dont on ne connaît toujours pas véritablement le sort. Oui, c'est pour tout cela que moi j'ai posé les questions depuis le début. Je ne sais pas s'il y a un véritable engouement. Parce que là, on a 2 explications. Il y a une première qui dit ils y vont de façon volontaire parce que Poutine, c'est un sauveur dans leur pays, dans les régions. Donc, ils sont partisans, ils adhèrent à une vision idéologique, ils s'en vont aider un sauveur. Et de l'autre côté, on dit ils ne vont pas pour des raisons idéologiques, ils s'en vont pour gagner de l'argent. Enfin, certains. Certains. Donc, dans les 2 raisons, ils y vont de façon volontaire. Parce qu'ils sont pauvres, ils s'en vont en espérant gagner de l'argent. Parce qu'ils aiment Poutine, le sauveur, ils s'en vont pour l'aider. C'est volontaire. Mais alors, d'où vient-il qu'on nous dit ils sont abusés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. On les a trompés, on s'est dit ils s'en vont être des cuisiniers, des étudiants, des travailleurs, et puis ils se retrouvent dans l'armée. Même des prisonniers qu'on a fait sortir de prison, mais qui ne savaient pas forcément qu'ils allaient faire la guerre. Là, ça n'entre pas dans les 2 explications. Le prisonnier n'a pas le choix. Il est en prison, on lui dit d'être libre, on abuse de lui, tant pis. Il n'a pas le choix de soutien idéologique. C'est un prisonnier, on le sort, il s'en va combattre. Donc, voyez-vous, c'est pour ça, moi, dès le départ, j'ai mis des réserves sur ce phénomène. Si c'est un phénomène, si ça existe. Faisons attention à la propagande, à vouloir expliquer, oui, c'est des sauveurs, Poutine est un sauveur, il se lève pour aller soutenir un sauveur. Ils sont combien qui font ça? Ils sont combien qui font ça? On parle de centaines, voire de milliers, selon une enquête récemment dévoilée par Jeune Afrique. Oui, non, ils n'ont même pas pu identifier le nombre exact. Ils sont dans les approximations. Donc, c'est opaque. Et puis, on dit que Poutine ne communique plus sur le nombre de prisonniers. Donc, on ne sait pas. Maintenant, oui, ça a existé dans l'histoire. Maintenant, l'autre chose qu'il faut noter, c'est l'échec de cette guerre-là même. Il n'a plus suffisamment de personnes en interne. Il a recours à des mercenaires extérieurs. C'est Poutine avec Wagner qui était le sauveur en Afrique. On venait avec des prisonniers russes. On venait avec les éléments de Wagner. Mais à cette allure-là, si les Africains doivent aller pour combattre en Russie, nos pays AIS doivent comprendre que les Russes ne servent à rien. Donc, ces gens qui veulent aller combattre en Russie, si on a besoin d'eux en Russie, ils doivent rester dans leur pays pour libérer leur pays. Parce que Wagner, le sauveur, il vient. Maintenant, ce sauveur recrute des Africains pour aller sauver la Russie. Il y a un paradoxe. En réalité, en partant en Russie, leur recrutement par la Russie, leur départ, peu importe la raison, économique, idéologie ou autre, est le déni de cette puissance de la Russie-là. Effectivement. C'est le discrédit sur cette Russie qui sauve, sur cette Russie puissante, sur cette Russie amie de l'Afrique. Cela prouve que la Russie est désormais démunie, elle ne pèse rien, c'est un géant au pied d'argile. Si c'est nous, nos jeunes Africains dans la pauvreté, nos jeunes Africains de la rue, qui doivent aller sauver l'armée russe, l'aider à combattre l'Ukraine, c'est que c'est un tigre en papier, la Russie, finalement. Alors, Francis Laloupo, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Très bien. Alors, il y a justement cet aspect, là on parlait tout à l'heure de la duplicité qui est exercée dans le recrutement de ces Africains-là. On le disait tout à l'heure, la plupart d'entre eux pensent aller en Russie pour des motifs économiques strictement, tantôt pour être maçon, pour travailler dans divers secteurs d'activité, et finalement se retrouvent sans le vouloir au front. On a eu des témoignages de ressortissants sierra-léonais, ghanéens, qui ont pu s'échapper dans les pays baltes et qui témoignent du fait que ils ne sont pas venus, ils ne sont pas allés en Russie pour faire la guerre en Ukraine, qu'ils s'y sont retrouvés vraiment sans le vouloir. Alors justement, votre lecture justement sur ces filières de recrutement-là qui ressemblent à s'y méprendre à une sorte d'abus de conscience. Oui, alors, beaucoup de choses ont été dites. Pour répondre à votre question directement, tout à l'heure, je parlais des méthodes de recrutement sur lesquelles il faut beaucoup insister, qui sont quand même, de mon point de vue, des méthodes plutôt crapuleuses, parce que vous avez parlé des volontaires, qu'on trouve notamment en Centrafrique,
qui pour des raisons prétendument idéologiques, ont manifesté leur volonté d'aller s'engager auprès de la Russie pour défendre la cause russe. Bon, alors ça, c'est effectivement, c'est une catégorie tout à fait spécifique. Et puis il y a le profil général, ceux qui sont recrutés, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit en Ouganda ou encore au Rwanda, généralement ce sont quand même des personnes que l'on va chercher dans les prisons, à qui l'on promet une remise de peine. C'est également des immigrés qui sont présents en Russie, à qui l'on promet des papiers, à qui on fait même une sorte de chantage, je dirais, aux papiers, ou des immigrés qui sont menacés d'expulsion, à qui l'on promet un séjour régulier en Russie en échange de leur engagement dans les troupes russes en Ukraine. Donc on a affaire finalement à des méthodes qui tiennent davantage du mercenariat que de l'engagement régulier que d'autres États ont déjà pratiqué par le passé. Au fond, on a connu les tirailleurs, je veux dire, dans des guerres en France, dans des guerres en Europe. On a connu également d'autres engagements volontaires. On a connu des légionnaires qui se sont engagés dans des guerres ici et là. Là, nous avons effectivement affaire, je veux dire, à des méthodes qui sont tout à fait particulières, qui rappellent d'ailleurs souvent la manière dont Wagner, d'ailleurs, a également constitué ses troupes au fil des années. Parce que, faut quand même le préciser, Wagner, c'est quoi? Wagner, c'est quand même, de manière générale, ce sont des malfrats, ce sont des repris de justice, des délinquants. Souvent des exécuteurs de basses œuvres qui constituent, je veux dire, ces troupes qu'on appelle Wagner, qu'on appelle désormais Afrika Korps, depuis que ce Wagner a été nationalisé par Poutine depuis la mort de Prigojine. Voilà donc en fait le climat général, la culture générale dans laquelle baigne votre thématique, ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir très rapidement sur quelques éléments que j'ai entendus de la part de mes confrères. Alors, quand on parle du mythe, le mythe du sauveur, alors, il faut juste simplement faire un bilan pour s'interroger, pour savoir si l'insécurité a, de façon sensible, reculé dans les pays où la Russie a apporté son assistance militaire depuis quelques années. C'est une question simple qu'il faut se poser et savoir quel est le résultat de cet engagement-là, qui d'ailleurs se fait essentiellement à travers Wagner, et non pas par des éléments de l'armée régulière russe. C'est une interrogation également. Par ailleurs, donc, nous avons parlé des profils de ceux qui sont recrutés ici et là, de manière un peu, pas une sorte de démarche de mercenariat, mais effectivement, on a trouvé, il y a quelques temps, on a vu en Centrafrique notamment des personnes, y compris des personnes au sein de l'armée, manifester leur volonté d'aller combattre en Ukraine au nom de soutien que la Russie apportera à ces pays-là. C'est intéressant parce qu'en fait, vous savez, tout à l'heure quelqu'un a évoqué la question du panafricanisme. C'est le panafricain qui, évidemment, célèbre la cause de la Russie et s'associe à la cause de la Russie contre l'Ukraine. C'est assez intéressant parce que ces mêmes panafricains, en fait, dans leur bréviaire, dans leur discours, ce sont les mêmes qui défendent la souveraineté des États, qui défendent le respect des intégrités territoriales, qui défendent le droit à l'autodétermination des peuples et qui en même temps applaudissent un pays qui va agresser un autre pays, agresse sa souveraineté, agresse son intégrité territoriale et nie même jusqu'à son existence. Ce sont là des contradictions qui sont tout à fait intéressantes à notre époque. Je finirai pour l'instant en disant que nous parlons là de ces soldats à usage unique que la Russie embauche, recrute en Afrique pour aller gonfler ses troupes en Ukraine. Mais en fait, il y a déjà d'autres soldats qui sont déjà associés à la Russie depuis très longtemps sur le continent africain. C'est ce que j'appelle les soldats de la désinformation organisée, de la guerre informationnelle. Aujourd'hui, je veux dire, c'est toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, qui sont devant leur clavier, et qui participent de la guerre informationnelle que mène la Russie depuis plusieurs années sur le sol africain, et cette guerre de l'information qui est devenue le produit d'importation de premier plan et le plus toxique que la Russie a importé en Afrique. Mais je pense qu'il faut aussi parler de ces soldats-là, parce que ces soldats-là, ce sont des soldats peut-être beaucoup plus invisibles, participent également de l'offensive russe en Afrique, qui est, il ne faut pas l'oublier, une offensive idéologique, parce que derrière tout cela, l'Afrique apparaît comme une sorte de variable d'ajustement d'une guerre que la Russie mène contre l'Occident
On ne faudrait pas que l'Afrique soit instrumentalisée dans ce sens-là. Malheureusement, cela semble être le cas. On va certainement terminer avec peut-être un tour de table justement sur la question. Mais avant, Raoul Christophe Bia, vous êtes avec nous? Allô, vous êtes avec nous? Très bien. Alors, juste avant de faire le dernier tour de table, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de tirailleurs de Poutine, pour emprunter ou pour reprendre le terme de nos confrères de Jeune Afrique? Donc déjà, quand même, on va relativiser en disant la Russie a suffisamment de moyens par son armée de se défendre elle-même. Ce sont des faits. Je crois que le groupe paramilitaire Wagner aussi, ce groupe qui est tant décrié, lui aussi est composé d'hommes d'expérience, d'expertise pour que la Russie, avec son armée régulière et le groupe paramilitaire, des groupes, parce que Wagner c'est peut-être le plus connu, mais il faut dire qu'il y a d'autres groupes paramilitaires, oui, qui aident la Russie dans ses multiples conquêtes, que ce soit au niveau du bloc de l'Est et un peu partout dans le monde. Donc, sur ce côté-là, on va dire que la Russie a les moyens de se défendre elle-même. Maintenant, comme je vous disais avant que je sois coupé par le problème des réseaux, aujourd'hui, les Africains qui vont combattre aux côtés de la Russie le font pour la plupart par reconnaissance. Et il faut également dire, Raymond, qu'il y a des États qui ont signé des accords avec la Russie. Vous n'allez pas occulter le fameux sommet russe-Afrique qui se tient chaque année. Vous n'avez pas connaissance de tout ce qui se signe en secret, de ce qui se dit avec ces chefs d'État. Quels sont les accords qui passent avec les nations qui y participent? Donc, alors vous suborderez justement des accords tacites, non dévoilés, qui soutiendraient justement le recrutement parallèle de mercenaires africains. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de traçabilité de cela, mais on peut quand même vérifier qu'il y a des formations des militaires africains, des pays concernés qui se font former en Russie. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, il faut voir la Russie qui répète ce que l'Occident a fait hier. Parce que ce qu'on est en train de décrier aujourd'hui, c'est ce qu'on a décrié hier, lorsque vous parlez des tirailleurs de Poutine. Mais ce sont ces mêmes tirailleurs qu'on a utilisés à l'époque des autres. Donc, aujourd'hui, la seule chose qu'on doit décrier, et je pense que c'est l'objet de tous ces débats, c'est qu'on ne répète pas les mêmes erreurs par le passé. Parce qu'on ne peut pas hier avoir condamné les Européens de nous avoir embarqués dans leur guerre, de nous avoir traînés un peu partout, et la récompense, on sait quelle est la récompense qui a été la nôtre. Je parle de notre qui s'est mis pour l'Afrique, et reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui avec la Russie. Donc on ne peut pas chasser Jean et faire entrer Pierre. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc il faut que les Africains soient cohérents avec eux-mêmes. Si on n'a pas voulu, si on décrit tout le temps l'incursion, cette façon qu'ont les Occidentaux à se mêler de nos affaires, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tendre la main et donner la chicotte, la possibilité à la Russie demain de se mêler de nos affaires. Et c'est nous qui serons encore demain les premiers à nous plaindre et dire que voilà, le protecteur entre guillemets russe se mêle de nos affaires, il nous donne les leçons de démocratie, les leçons de ci. Donc je crois qu'à un moment, il faut qu'on grandisse un peu, qu'on apprenne à nous débrouiller nous-mêmes. Aujourd'hui, ceux qui vont combattre aux côtés des Russes, comme je l'ai dit, c'est peut-être des accords entre les États, c'est peut-être des gens qui ont ce sentiment de reconnaissance de ce que la Russie est venue faire dans leur pays, et ils se disent, voilà, c'est peut-être nous aussi l'occasion d'aider la Russie à se sortir de la guerre qu'elle-même a créée. Donc, moi, le terme tirailleur russe, pour les Africains, je crois qu'aujourd'hui, les Russes, est-ce qu'ils ont vraiment besoin des Africains pour se défendre, pour aller conquérir l'Ukraine, pour aller conquérir, reconstituer, parce que c'est de ça qu'il est question, Raymond a dit, reconstituer la grande Russie, le grand bloc de l'URSS, c'est le projet de Poutine, tout le monde le sait. Donc, est-ce qu'ils ont besoin des Africains? Peut-être, parce qu'on a toujours besoin de main-d'œuvre dans la guerre. Mais aujourd'hui, les Africains doivent rester cohérents avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas avoir décrié le fait que les Français, les Américains, les Anglais se soient foutus de leur gueule pendant les premières et deuxième guerres mondiales avec les fameuses expressions de tirailleurs, et vouloir reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui avec la Russie sous prétexte qu'elle présente plus de garanties. Je crois qu'on doit simplement éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'on a décriées hier. Très bien. Alors, une dernière question pour tout le monde, en 1 minute chacun. Est-ce que l'on s'achemine vers, ou sommes-nous déjà dans une logique de recolonisation
de l'Afrique par ses méthodes assez brutales. Alafi Wakili, 1 minute. Oui, certainement. Bon, on ne pourrait pas dire tirailleurs, c'est choquant, ça choque par rapport à l'histoire, mais bon, c'est des mercenaires. Hein? C'est des mercenaires recrutés. Mais moi, vous voyez, j'ai vu ces choses-là chaque fois sous un autre angle. Recolonisation, non, ce n'est pas ces combattants-là qui vont recoloniser. La recolonisation est déjà là à travers Wagner, à travers l'appui au régime militaire, à travers l'appui à des régimes pas toujours légitimes. La Russie est dans 4 ou 5 pays africains et essaie de se renforcer. Elle a des méthodes que même la Chine n'a pas. Mais la Chine colonise à sa façon. Ce n'est plus la colonisation de l'époque violente, forte. Mais on a tous aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, une interaction et des formes multiples de colonisation ou d'impérialisme, que ce soit économique, financier, culturel, sportif, même le football qu'on aime tous, devant lequel on jubile. C'est une colonisation sportive. C'est un impérialisme qui ne dit pas son nom. Mais on aura l'occasion de refaire ces débats-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en nous. Nous sommes colonisés de partout. Nous sommes violés de partout, oui, par l'Occident. Et puis, bon, la Russie, à travers ses méthodes Wagner, fait peut-être sa part de cette colonisation. Elle prend sa part. La Chine aussi, avec ces méthodes-là, elle prend sa part. Sinon, même la technologie, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, TikTok, Facebook, on est content d'être branché, d'être sur les réseaux sociaux. Mais on dit c'est la technologie, c'est Internet, ça doit être universel. Mais c'est ça aussi, c'est la colonisation. Donc, la Russie joue peu dans ça, en fait. Voilà. Très bien. Alors, juste avant d'en arriver à vous, hein, on va... Francis Taloupo, vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien, on va donc terminer avec, vous permettre de dire un dernier mot justement sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de recolonisation de l'Afrique par la Russie qui se dit c'est le moment pour nous, pourquoi pas, de prendre notre part de ce que peut offrir l'Afrique comme richesse sur divers plans? En 1 minute. Je n'irai pas jusqu'à parler de recolonisation. Je pense qu'en 2024, au XXIe siècle, on ne peut recoloniser ou coloniser que ce qui est colonisable. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose de grandes capacités de résistance à toute forme de colonisation ou d'impérialisme. Et c'est à l'Afrique de déployer ces capacités-là face, simplement à un monde où le rapport de force est l'essentiel de ce qui domine la scène internationale et les relations internationales. Donc c'est à l'Afrique de déployer ses marges de manœuvre pour pouvoir donc engager efficacement ce rapport de force sur la scène internationale, comme tous les autres pays le font d'ailleurs. Ici, raison de parler de recolonisation, c'est l'Afrique de s'interroger elle-même et de prendre en elle, d'activer en elle tous ces ressorts de résistance et aussi ses capacités de négociation sur la scène internationale pour résister à toute forme de recolonisation. Je rappelle une fois de plus que nous sommes dans un monde qui est dominé par les rapports de force. C'est l'Afrique de participer à ce rapport de force très lucidement, très sereinement, et ne pas se considérer tout le temps comme étant la victime d'offensives venues de l'extérieur. L'Afrique a ces capacités-là, c'est à elle de déployer ces capacités. On la proie à conquérir. Jean-Richard Nguessan, votre dernier mot? Moi, au regard de tout ce qui a été dit, et lorsque j'observe l'actualité, je me pose quelques questions. C'est sur la capacité aujourd'hui de la Russie à démontrer la puissance militaire qu'elle est véritablement. La Russie, on sait plus ou moins tous, est un immense pays de plus de 17 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 150 millions d'habitants. Face à l'Ukraine, on est tout de même surpris que la Russie vienne recruter en Afrique. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on parle de crise d'effectifs au niveau de la Russie. Aujourd'hui, on se pose des questions. Un pays qui a plus de 3 millions de réserves, aujourd'hui, ce pays-là est en train de se chercher. Plus de 700 000 militaires au niveau de la Russie. Mais où sont ces militaires? Est-ce qu'il y a un désintérêt, il y a un désamour de la population russe vis-à-vis de cette crise? Le conflit en Ukraine a englouti les effectifs. Hein, ah oui, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parlé de déification de Poutine, on a parlé de la Russie qui n'a véritablement pas apporté beaucoup de sécurité au niveau de l'AES. Mais quoi qu'on dise, Wagner a le mérite d'avoir maintenu au pouvoir ces différents pouvoirs.
Et en retour, ces populations-là, comme on le disait M. Mbia, sont redevables à la Russie. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de masse populaire? On se pose des questions, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'une partie des Africains à aller en Russie et de défendre la cause de Vladimir Poutine. Raoul Christophe Bia, on va terminer avec vous. Vous êtes là? Oui, je vous écoute, Raymond. Très bien. Alors, on va conclure avec vous votre mot de fin, justement, sur la question qui a été posée à tout le monde sur les perspectives de recolonisation dans lesquelles seraient aujourd'hui englués les Africains par la Russie. Raymond, non, je pense que le monde a aussi beaucoup changé. L'évolution des mentalités. Le confrère, le collègue, le panéliste disait tout à l'heure, quand il vous définissait les nouvelles formes de colonisation, lesquelles on a aujourd'hui, il a parlé du football. Vous voyez jusqu'où il a poussé l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Je pense que les Africains, quoi qu'on dise aussi, ont déjà leur mot à dire. Ce n'est plus comme avant où on subissait des choses de manière résignée. Aujourd'hui, la Russie, quand elle vient en Afrique, elle sait bien choisir ses méthodes. On n'assiste plus aux méthodes barbares d'autrefois. C'est quand même subtil. Vous avez besoin de la sécurité. Nous, on a l'expertise militaire, on a l'ingénierie pour vous aider dans ce sens. Et puis, on passe par là pour vous prendre, on passe par là pour nous installer. Je crois que tout ça est très subtil. L'Afrique aussi, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup grandi. On ne peut plus nous réduire à des États qui obéissent aveuglément. Parce qu'on a aussi vu la révolution des peuples dans certains pays africains qui se lèvent et disent non à certains chefs d'État. Donc on ne peut plus berner les Africains comme c'était avant. Donc il y a l'évolution des mentalités. Bon, je dirais aussi qu'on sait tout ce qui se passe en Ukraine. Quand même, je ne peux pas être d'accord avec le confrère qui parle de la Russie qui serait faible, de ne pas réussir à damer le pion à l'Ukraine. Il faut d'abord savoir qu'il y a beaucoup de Russes en Ukraine et la guerre, c'est pas évident d'aller combattre pratiquement son propre peuple. Et puis, on sait aussi que c'est l'OTAN à travers l'Ukraine qui combat la Russie. Et l'OTAN, c'est pas n'importe qui. Là, vous avez l'OTAN, vous avez les Américains, vous avez les Européens. Donc, ce n'est pas une tâche facile pour la Russie. Donc, elle a besoin de la main-d'œuvre. Et puis, en temps de guerre, tout le monde a besoin de la main-d'œuvre. On ne peut pas, si quelqu'un veut venir vous aider, vous êtes en conflit avec le voisin, votre voisin veut vous aider, vous allez accepter. Enfin, c'est relatif. La Russie est tout de même la deuxième puissance militaire mondiale. Il faut quand même dire que la Russie est un continent qui combat un petit pays qui fait au moins 20 fois moins sa taille en termes de superficie, en termes de population. La Russie se bat, qui est une puissance nucléaire, la deuxième armée au monde qui combat l'Ukraine, qui n'est même pas une puissance militaire européenne. Bon, vous comprenez que là encore que la Russie bénéficie donc du soutien de beaucoup d'alliés, hein, avec l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et tout ça, qui lui viennent en aide aussi, hein, face à l'Ukraine qui est démunie, qui n'a que les armes de l'OTAN pour se défendre. Oui, Raymond a dit, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que la guerre, elle est différente. Ici, le contexte, il est différent. Vous savez tous que la Russie et l'Ukraine se fuient un même peuple autrefois. C'est la dislocation du bloc de l'URSS qui a donné lieu à l'Ukraine, la Biélorussie et tout ce qui se tourne autour. Donc là, quand la Russie fait la guerre à l'Ukraine, elle tue les Russes. Il y a beaucoup de Russes en Ukraine. Donc, il faut aussi savoir que les méthodes d'affrontement, de razzia ne sont pas forcément les mêmes quand on affronte un pays près pratiquement. Donc, quand je l'ai dit, je voulais quand même chuter par rapport à la question que vous avez posée sur la recolonisation. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent se rendre compte qu'ils ont des atouts. Notre sous-sol, il est riche. Vous avez vu ce qui se passe en RDC. Moi, j'y étais dernièrement. Vous voyez ce qui se passe en RDC. Qui est-ce qui organise tout ce qui se passe en RDC? Pourquoi la RDC a du mal à avoir la paix? C'est à cause de son sous-sol, on le sait tous. Mais il va falloir qu'à un moment, on prenne nos responsabilités, qu'on se dise, nous les Africains, on a quelque chose que ces gens veulent. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parce que le problème part aussi de là, Raymond. Nous les Africains, quel est le bloc qu'on a constitué pour aider tel ou tel pays entre nous-mêmes? Dès lors que l'Union africaine veut sanctionner tel, la personne se braque et prend appui un pays de l'Occident qui a plus de force. Voilà aussi, regardons à nous-mêmes. Moi, je ne veux pas continuer à accuser les autres pour continuer à justifier notre mauvaise façon de faire. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a des atouts, on a des arguments pour dire nous sommes l'Afrique. L'Afrique, c'est le monde d'aujourd'hui et de demain.
Comment on ne peut pas se rendre compte que nous sommes le monde d'aujourd'hui et de demain et de prendre nos responsabilités, de dire aux Russes, de dire aux Américains, de dire aux Français, de dire aux Anglais, et vous allez comprendre, il faut que vous commenciez à traiter avec nous avec beaucoup de respect. C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas encore suffisamment pris des responsabilités, suffisamment pris de hauteur de ce qu'on représente dans le monde actuel. C'est pour cela que tout le monde, même demain ce sera l'Iran, ce sera la Corée du Nord, ce sera le Brésil, qui viendront nous coloniser. Tout le monde pourra se lever et penser que c'est en Afrique qu'il faut venir chercher les verts pâturages, c'est en Afrique qu'il faut venir chercher les matières premières, et on peut entrer comme on veut. Donc il va falloir qu'on arrête ça. Absolument, l'Afrique, terrain de chasse des grandes puissances industrielles. Merci à vous d'avoir donc pris part à ce débat. Merci à nos consultants depuis l'extérieur, également à vous qui avez été là sur ce plateau et aussi à tous ceux qui nous ont suivis depuis chez eux. On va se dire au revoir et c'était des voix de vérité. On se retrouve très bientôt.